Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous sortir toujours nombreux à nous regarder tous les soirs à partir de 20h15. C'est la soirée de l'information sur Canal 2 Info, votre chaîne d'information en continu 24 heures sur 24. Le Cameroun et son ministère des Sports donnent une semaine aux entreprises en charge des infrastructures sportives en vue de la Coupe d'Afrique Nations 2016. C'est la résolution prise par les autorités camerounaises. Nous parlons également ce soir du riz et du prix du kilogramme qui ne connaîtra pas une augmentation substantielle. C'est l'assurance faite par le ministre camerounais en charge du commerce, Luc Magloire Bakar Tangana. La police camerounaise est également au cœur de l'actualité ce soir, avec leurs capacités qui ont été donc renforcées par les pouvoirs publics, surtout cette formation de 4700 policiers qui est donc annoncée, leur formation pour davantage renforcer leurs capacités opérationnelles. Nous évoquons également ce soir cette situation de crise qui prévaut au Burkina Faso, avec ce deuil national qui a été décrété de 3 jours au lendemain des attaques de l'hôtel Splendide, avec bien évidemment le bilan que vous connaissez tous qui est de 29 morts. Le Gabon nous intéresse également ce soir avec cette déclaration de Manuel Valls, le Premier ministre français, qui crée des vagues depuis plusieurs heures déjà, avec d'ailleurs l'ambassadeur du Gabon en France qui a été rappelé. Voilà donc pour le sommaire. Le détail, c'est bien évidemment dans quelques instants. Avec Fallon Tchounia, bonsoir. Bonsoir, Roger. Je rappelle que vous êtes journaliste et qu'à l'Université de Douala, vous parachevez une formation en événementiel et en publicité. C'est bien vrai. Et ça se passe bien? Très bien. Voilà, et on espère que au bout du compte, vous serez une spécialiste en publicité et en événementiel. Oui, c'est mon souhait. Voilà. Alors, en attendant bien évidemment que d'autres panélistes nous rejoignent donc sur ce plateau, on va évoquer ces décisions prises par les autorités camerounaises, surtout celles en charge du sport, qui ont donné jusqu'à une semaine un délai de rigueur aux entreprises qui ont la charge de conduire à bien les chantiers des infrastructures sportives pour la CAN 2016. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que cette décision est vraiment prise à temps, ou on aurait dû anticiper depuis lors qu'on s'était rendu compte qu'on ne devait pas tenir le calendrier des échanges pour ce qui est de ces travaux d'infrastructure? Je pense que cette décision déjà n'a pas été prise à temps. Lorsqu'on savait que ça devait se passer en 2016, il fallait déjà qu'en 2015, qu'on ait déjà, avant la fin de 2015, qu'on ait déjà certaines infrastructures qui soient déjà rénovées et déjà bien aménagées. Mais on se rend compte que rien jusqu'ici n'a été fait. On a comme l'impression que le Cameroun ne prépare rien du tout sur le plan sportif. Les infrastructures sont là. La ville, le pays n'avance pas au rythme de l'événement qui nous attend. Voilà, et surtout lorsqu'on sait que pour organiser une compétition de grande envergure comme la Coupe d'Afrique des Nations, même si ce n'est que le volet football féminin qui nous intéresse, en attendant bien évidemment la CAN de 2019, il faudrait qu'il y ait des communications, alors tout ce qui est Internet, tout ce qui est route, tout ce qui est voie de communication, que tout cela soit au top avant la compétition. Justement, il faudrait que tout soit au top avant la compétition parce que le pays accueille un certain nombre de personnes venant d'ailleurs qui ont déjà peut-être une avancée sur plusieurs plans. Ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de se déplacer, aller d'une ville à une autre pour jouer, utiliser des différents stades. Il faut que tout soit rénové et tout soit préparé à temps. C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'on se réveille et qu'on sait que non, voilà, on a un événement ou alors qui se prépare dans l'année 2016 et on se réveille justement en janvier 2016 pour prendre des mesures, donner une semaine, bien que je doute fort que cette une semaine soit respectée pour l'envergure des travaux qu'il faut faire pour réaménager et les stades, les infrastructures sportives et tout. Voilà, surtout la restauration, l'hébergement. Est-ce que les hôtels sont au top? Et surtout que la compétition aura lieu au mois de novembre et c'est la peur totale. L'on ne voudrait plus repousser cet événement au Cameroun après avoir demandé à la Confédération africaine de football de revoir déjà la date. Alors, êtes-vous sûr aujourd'hui que la CAN féminine va se tenir
ou alors on risquerait d'être surpris par un autre report? Je pense que la CAN va se tenir parce qu'on a toujours montré qu'on est les champions du bricolage et on fait tout pour embellir les surfaces et faire ce qu'il faut faire. Pourtant, on sait très bien qu'on n'a pas été assez préparé, on ne s'est pas mis au travail pour pouvoir réaliser certaines choses. Bien, je pense que en tant que Camerounais, avec l'habitude des événements qu'on a déjà et des organisations, des plans qu'on a déjà eu à faire, ça va se tenir, même si ce n'est pas dans des conditions assez bonnes, mais ça aura quand même lieu. Et c'est l'image du Cameroun qui sera encore une fois de plus écornée, ternie, mais une situation qui ne met pas pourtant les sportifs camerounais. On a par exemple l'ambassadeur itinérant Roger Mila, qui est le footballeur du siècle, qui se sera au moins levé pour tirer la sonnette d'alarme, qui ne le fait pas. Samuel Eto'o-Fils non plus. Est-ce qu'il n'était pas temps que ces acteurs, ces figures emblématiques du football mondial puissent également secouer la société pour que les gens se réveillent véritablement? Il était évidemment temps qu'ils puissent secouer la société afin qu'on se réveille. Mais ce n'est pas la première fois que de pareilles choses arrivent. Il y a eu d'autres questions sur lesquelles Roger Mila a essayé de tirer la sonnette d'alarme. Samuel Eto'o, de son côté, a essayé d'attirer l'attention. Mais le fait d'attirer l'attention, ce n'est pas toujours dire qu'on va les écouter. On connaît que plusieurs fois, ils ont essayé de s'exprimer sur plusieurs questions. Surtout par exemple les questions d'entraîneur. Voilà, justement, on n'a jamais pris en compte leur proposition ou alors leur opinion. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on le prendra. Peut-être ils sont fatigués, ils se sont lassés de dire les mêmes choses chaque fois. Ils ont comme l'impression qu'ils sont en train de tourner sur eux-mêmes. À quoi bon? Alors, le Cameroun, grand pays de football, qui a organisé sa dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 1972, près de plusieurs décennies. Un autre rendez-vous qui risque de passer à côté, c'est quand même inadmissible, incompréhensible. C'est quand même inadmissible, c'est quand même incompréhensible lorsqu'on sait que le Cameroun est une grande nation de football qui a toujours produit des joueurs d'envergure internationale. On devrait déjà avoir un standing par rapport au sport qui accompagne la réputation des légendes que nous avons produites. Mais ça ne se passe pas ainsi. Rien que Samuel Eto'o n'a pas pu ouvrir un centre sportif au Cameroun. Et puis il a eu tellement d'obstacles sur son chemin qu'il a dû le faire au Gabon. Pourtant, ça devrait être bénéfique pour les Camerounais. Donc, aujourd'hui, on a comme l'impression que pour le Cameroun, c'est juste le plaisir d'avoir des grands joueurs. Mais sur le terrain, on ne réalise pas les travaux qu'il faut. On ne pose pas les infrastructures sur pied qui montrent que non, dans ce pays, passent des légendes et va encore continuer à passer des légendes qui marquent l'histoire du football et au Cameroun, et en Afrique, et dans le monde entier. Avec Gaël Nganamouit, qui a reçu son prix il y a quelques jours de cela, des mains de Issa Hayatou, président de la Confédération africaine de football, elle qui a brillé de mille feux à la Coupe du monde de football féminin à Vancouver au Canada, des filles qui ont du talent, mais qui ne pourront pas véritablement l'exprimer dans leur propre pays parce que n'ont pas pris du temps pour construire les infrastructures appropriées. C'est vrai, parce que en dehors même du football, on a dans le sport des athlètes camerounais qui finissent toujours par partir à l'étranger pour jouer ou alors pratiquer l'athlétisme sur le compte des autres pays parce qu'ils se disent que là-bas, ils ont tous les moyens pour réussir. Ils ont toutes les infrastructures qu'il faut pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir être à la hauteur des compétitions internationales. Mais maintenant, à ce niveau-ci, on doit avoir du talent et rester quelque part où on est en train de tuer ton talent. Tu ne peux pas t'entraîner comme il faut, le stade n'est pas bon, des gens ne peuvent pas venir dans le stade parce que s'il commence à pleuvoir, il y a des gens qui sont exposés à la pluie, ils ne peuvent pas suivre les matchs, les stades ne sont même pas éclairés. Voilà, tu as comme l'impression que tu tournes tout autour de toi-même et au fur et à mesure que le temps passe, on tue ton talent. Et c'est pour ça que ces stars du ballon rond sont obligés de se retrouver du côté de l'extérieur. Pardon. Parlons à présent du riz. On sait que la plus grande, le riz que les Camerounais consomment en majorité, c'est le riz importé. Et le ministre du Commerce rassure depuis quelques jours les Camerounais que le prix du kilogramme de riz ne va même pas augmenter d'1 centime. Alors, est-ce que c'est vrai que ce riz ne pourra pas subir
une augmentation, vous qui êtes ménagère, vous qui allez au marché, est-ce que vous avez le sentiment que ce que le ministre dit, c'est ce que les ménagères, quand vous vivez dans le marché? Donc, pour le moment, jusqu'à présent, le prix du riz sur le marché n'a pas encore augmenté. Et puis, le ministre, depuis, même avant le mois de décembre, sur les chaînes de télévision, avait déjà dit que le prix du riz n'augmenterait pas. Maintenant, parce qu'il y avait d'un côté des personnes qui disaient qu'il fallait payer la TVA sur le riz, sur le riz, l'importation du riz au Cameroun, ce qui devait augmenter le prix du sac de riz, parce que le riz déjà était exempté de TVA. Mais maintenant, il y avait d'un côté l'association des consommateurs du Cameroun qui disait que non, il ne fallait pas qu'on ajoute le prix du riz. Et moi, je pense que si le ministre aujourd'hui s'exprime et dit que le prix du riz n'augmenterait même pas d'un radis, ça veut dire que le gouvernement entend mettre sur pied des mesures qui accompagneront cette action-là afin que le panier de la ménagère ne subisse pas de cette augmentation. Et surtout que le riz, c'est un aliment prisé par les Camerounais et que, selon le ministre en charge du commerce, les stocks sont disponibles et peuvent, n'est-ce pas, satisfaire la demande jusqu'à 6 mois. Est-ce que cela est suffisant? Parce que après 1 mois, il peut toujours avoir des commerçants véreux. Est-ce qu'il y aura une véritable brigade de contrôle qui va descendre sur le terrain pour veiller à ce que ces prix homologués soient vraiment respectés? Pour que ces prix homologués soient respectés, il faudrait effectivement qu'ils mettent sur pied une brigade qui sillonne les différents marchés et se rassure évidemment que les prix du riz n'augmentent pas. Parce que on a vu des situations ici où l'État nous disait par la voix de son représentant que voilà, les prix n'augmenteraient pas sur tel aliment, mais dans les marchés, on vendait ces aliments plus chers. On a vu, comme le maquereau par exemple, il y a même eu des saisies de cartons de maquereau dans certaines poissonneries parce qu'ils vendaient du maquereau extrêmement cher. Ils avaient augmenté le prix en faisant croire qu'il y avait une pénurie. Mais bon, entre-temps, le riz, c'est l'aliment le plus consommé au Cameroun parce que non seulement c'est à portée de prix, et on sait que beaucoup de familles n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir du plantain ou de la banane qui coûte extrêmement cher. Lorsqu'on te dit que tu peux avoir 5 doigts de banane à 100 francs, c'est pas quand même donné. Voilà. Et maintenant, beaucoup de familles préfèrent consommer du riz parce que du riz à 100 francs ou à 75 francs, tu as une boîte, 2 boîtes, et puis ça gonfle. Ça peut nourrir ta famille. Pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, du coup, si cette politique n'est pas accompagnée et gérée comme il faut, effectivement, les prix du riz vont augmenter. Les commerçants véreux, ils vont augmenter le prix du riz sur les marchés. Et ce sont les familles qui vont en souffrir. Voilà, le ministre du Commerce, Lubagwa Bargatangana, fait donc observer qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix du kilogramme de riz sur les marchés camerounais et qu'une brigade de contrôle et de la répression de la fraude est donc à pied d'œuvre. Et d'ailleurs que certains sacs de riz ont été saisis, du riz surfacturé. Voilà un très bon exemple déjà pour faire peur à certains commerçants véreux. Justement, voilà un très bon exemple, mais il faudrait que ça continue parce qu'on ne doit pas seulement s'arrêter là lorsqu'on a saisi une quantité de riz et qu'on a fait passer ça à la télé, voilà, on a fait le travail, après quelques semaines, après on abandonne et ils continuent leur commerce. Et surtout lorsque ces opérateurs économiques viennent les graisser les pattes comme on l'a souvent. Justement, on a même vu souvent des brigades qui arrivent sur le terrain, ils veulent saisir, et après on lui fait... je sais pas, on dresse la patte et puis il fait comme si de rien n'était devant des personnes et il part. Pourtant, on reconnaît que ces personnes vendent à un prix qui n'est pas un prix du tout homologué par l'État. Donc, il faudrait bien évidemment que ces prix du sac de 50 kg de riz soient respectés. Martin, le ministre du Commerce, Lubagwa Bargatangana. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de la police qui entend lutter efficacement contre l'insécurité avec bien évidemment plus de moyens, des dotations importantes en matériel et surtout même pour ce qui est de l'environnement, la construction des hôtels de police et la formation qui occupe cette fois-ci une place honorable avec 4700 hommes qui vont bientôt être formés. Voilà la police camerounaise qui devra encore être beaucoup plus opérationnelle sur le terrain au terme de tous ces bienfaits des pouvoirs publics. Avec cette formation, beaucoup plus opérationnelle, oui, je n'en disconviens point. Mais le problème majeur, c'est que notre police fait beaucoup plus face à un problème de moralité que d'application même de leur exercice.
par moment, on voit des bandits qui sont dénoncés et puis ils sont arrêtés le jour, le lendemain, ils sont relâchés. Pourtant, il y a des preuves qui montrent que voilà l'infraction qu'ils ont commis. Tu te surprends en route de voir ton détracteur qui passe et puis tu ne sais pas trop quoi faire. Et qui vous nargue même. Oui, justement. Et pourtant, tu sais très bien que tu as porté plainte et tu as apporté la preuve de soit l'agression, soit de l'infraction commise. Moi, je pense qu'ils ont beaucoup plus un problème de moralité. Et espérons que durant cette formation, on mettra aussi l'accent sur la moralité, sur leur devoir en tant que policier. Encore en ce moment où on est dans une période d'insécurité avec la menace de Boko Haram qui nous encercle ou alors qui menace le Cameroun, on se rend compte que plus facilement les délinquants sont des cibles potentielles ouvertes à ce que la secte islamiste puisse les utiliser. Voilà les personnes qu'ils récupèrent beaucoup pour commettre des exactions. Et maintenant, si ces personnes ne sont pas gérées comme il faut par la police, ils risquent de se retrouver entre de mauvaises mains. Donc maintenant, il ne va plus falloir qu'on fasse le travail juste parce qu'on nous a dressé la patte dans un commissariat pour libérer un garçon qui a commis une infraction. Mais pour qu'on sache que le Cameroun traverse une période assez critique et puis il faudrait qu'on accentue notre travail pour le bien-être de notre nation. Voilà. On parle également de la construction de 55 postes de police dans les villes de Douala et de Yaoundé et de l'augmentation des caméras de surveillance dans les métropoles, surtout pour ces caméras de surveillance. Est-ce que cela pourrait permettre d'attraper rapidement ces malfrats qui écument nos grandes villes? Ces caméras de surveillance pourront également permettre que l'on puisse cibler plus facilement les malfrats et qu'on puisse également les attraper. Mais il faudrait aussi qu'elles soient entretenues parce qu'il ne suffit pas seulement de poser des caméras et puis quelques mois plus tôt, on n'entretient pas, les caméras sont en panne et puis ça c'est un budget qui va aller dans l'eau. Donc si on décide d'utiliser des caméras, il va falloir un suivi de l'entretien pour que ces caméras persistent. Et puis l'installation des postes de police, oui, la ville en a besoin parce que c'est à peine si on voit quelques postes de police et le plus souvent même, il y a un seul poste de police, soit dans le marché, pourtant le marché est assez vaste. Et le temps qu'un policier vienne intervenir quelque part, le bandit se serait déjà enfui, se faufiler partout. C'est une belle initiative. En plus qu'avec l'exode rural qui tourne autour de la ville, des personnes qui affluent vers la ville de Douala. Chaque année qui passe, on a de plus en plus de personnes qui viennent et puis on a besoin de sécurité. Donc, il faut augmenter l'effectif, placer des postes de police un peu partout parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité. C'est pour ça que les pouvoirs publics renforcent donc les capacités opérationnelles de la police camerounaise. Et vous avez dit, Fallon Tunia, qu'il faudrait que cette police-là essaie de soigner un peu sa façon de faire, surtout pour avoir une très bonne moralité, une très bonne presse. Et c'est la seule chose que nous demandons. Alors, peut-être pour faire comme le ministre en charge de la Défense qui a demandé de pouvoir un homme en tenue dans les ventes emportées, aussi la police, ça devait également concerner la police. Justement. Pour que la police se consacre véritablement à son travail et ne cume plus les bars. Justement, il faudrait qu'ils soient concentrés à leur travail et n'écument plus les bars. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de ça, qu'on ne voudrait plus voir des hommes en tenue dans les bars. Mais ça ne change pas parce qu'on les voit et il boit encore avec la tenue. Et il est même le premier à faire des gaffes. Pourtant, il est censé apporter de l'ordre et puis donner le temps à suivre. Mais si c'est lui qui boit encore, étant en tenue et qui commet encore des gaffes, on a comme l'impression, beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à perdre le respect qu'ils avaient pour les hommes en tenue. On a de plus en plus des personnes, oui, qui ne respectent plus et qui, en cours de route, qui méprisent des policiers. Moi, j'ai vu des personnes, lorsqu'ils ont commis des infractions, policiers se tenir devant lui pour essayer de le ramener à l'autre, qu'il a complètement giflé parce qu'à un moment, il a comme l'impression que non, celui-ci ne fait pas souvent, il ne fait pas bien son travail et le jour où moi je fais quelque chose, il s'acharne sur moi. Pourtant, j'avais porté plainte contre un bandit, il a laissé sortir, mais pourquoi il me parle? On a de plus en plus du mépris pour les hommes en tenue et il faudrait que ces hommes en tenue-là retraitent leur personnalité afin que nous ayons peur, parce qu'on est censé avoir peur d'eux, afin que l'ordre et la loi règnent. Lorsque cette peur s'en va, ce respect s'en va, on a comme l'impression qu'ils sont inutiles. Voilà. La police camerounaise qui voit donc ses capacités renforcées pour qu'elle soit de plus en plus opérationnelle. Allons tout de suite du côté du Burkina Faso où le président béninois Yahi Boni est allé
reconforté son homologue Roma Christian Taboré, après donc ces attaques djihadistes qui ont fait 29 morts à Ouagadougou. Alors voilà un geste assez symbolique, mais qui vaut son pesant d'or. Oui, c'est un geste assez symbolique. Et puis, on a vu plusieurs personnes, plusieurs autorités, justement, au lendemain de cet attentat, manifester leur attention et leur affection envers le peuple burkinabé. On a également vu le Premier ministre malien qui est arrivé à Ouaga pour essayer de parler de cet attentat et apporter son soutien à son homologue Kaba Tcheba du Burkina. On comprend réellement qu'au lendemain de cet attentat, dans la sous-région Afrique de l'Ouest, des personnes se mobilisent. On a immédiatement eu un élan de collaboration. Le Mali a apporté son soutien au Burkina Faso parce que le Mali a déjà été frappé par ce genre d'attentat et avec son passé, le Mali a quand même de l'expérience par rapport au Burkina qui vient de connaître ce type d'agression. Et on sent très fort, on sent réellement que du côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a une manifestation de vouloir s'unir pour vaincre la menace terroriste de cette association, cette union qu'on n'a pas très facilement ressentie au niveau du Cameroun quand cela a commencé. On ne peut qu'être content de savoir que non, ils comprennent la menace auquel ils font face et ils savent que c'est l'union qui fait la force. On a besoin de s'associer, on a besoin de partager avec l'autre notre expérience de ce genre de combat, de ce genre de lutte, afin qu'ils sachent comment se protéger et comment se tenir. Voilà, et c'est un peu les propos tenus au moment de son arrivée à Ouagadougou par Yahi Boni, le président de Bénin. C'est pas le Burkina Faso qui a été frappé, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Dans les questions pour Yahi Boni, que toute la communauté ouest-africaine se mobilise pour vaincre donc cet ennemi, et l'on se rend compte quand même que cette solidarité est très agissante en Afrique de l'Ouest, on l'avait relevé. Alors peut-être qu'après Yahi Boni, il y aura certainement Macky Sall qui va également suivre, comme cela a été le cas il y a quelques semaines du côté de Bamako, lorsque l'hôtel Radisson Blu a été attaqué également par des djihadistes. Oui, justement, comme je l'ai dit plus tôt, en Afrique de l'Ouest, on voit souvent cette volonté de vouloir s'unir pour faire face à la menace. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Et puis, l'Afrique de l'Ouest nous a encore montré qu'elle est solidaire et puis elle comprend que l'union fait la force. Elle comprend qu'elle a besoin de partager son expérience et de partager ses capacités avec son voisin afin qu'il puisse vaincre une menace qui leur est commune. Parce que, comme l'a dit Yahi Boni, ce n'est pas seulement le Burkina qui a été frappé, mais c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'à un moment, on croyait que c'était seulement une affaire, le problème du Mali. Et après le Mali, ça a été le Burkina. Donc, si ça a été le Burkina, ça peut être demain le Bénin, ça pourra être demain le Sénégal. Alors, il faudrait s'unir pour combattre cette menace-là, afin qu'elle soit exterminée et qu'elle ne contamine pas les pays tout autour. Voilà, et on s'est rendu également compte que lorsqu'il y a eu le coup d'État, du 16 et 17 septembre dernier au Burkina Faso, on a également vu cette mobilisation de Macky Sall, président de l'exercice de la CEDEAO, et Yahi Boni pour essayer, n'est-ce pas, de trouver une situation de sortie de crise, même si certaines personnes ont mal interprété la volonté, bien évidemment, de Macky Sall, mais tout cela reste tout de même une mobilisation agissante pour amener la paix dans ce pays des hommes intègres. On espère bien évidemment que cette solidarité agissante va se poursuivre dans les autres pays d'Afrique qui sont victimes de ces attaques kamikazes. Parlons à présent du Gabon avec cette sortie de Manuel Valls qui fait jaser la communauté internationale et surtout les autorités gabonaises. Le fait de dire que parmi les chefs d'État qui ont marché au lendemain de l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo, que Ali Ben Bongo, le président gabonais, n'était pas un président élu, contrairement à d'autres chefs d'État qui étaient démocratiquement élus. Alors comment avez-vous perçu ces déclarations de Manuel Valls? Est-ce une déclaration pour donner une nouvelle orientation à la politique française vis-à-vis du Gabon
ou alors c'est un lapsus que Manuel Valls n'a pas mesuré la portée? Je ne pense pas que ce soit un lapsus. Je pense réellement que l'intérêt pour Manuel Valls a été de vouloir donner une orientation de la politique française par rapport à la question gabonaise. Et puis ce qu'il a dit n'est pas quelque chose que personne ne sait. Lorsqu'on sait que Ali Ben a gagné les élections avec 41%, 41,73% de voix, et que c'était même une élection qui a été une victoire contestée par les Gabonais. Et puis en revenant sur la question du flou qui tourne tout autour de l'élection de Ali Ben, le livre de Pierre Péan, Les nouvelles affaires africaines, détaille comment s'est passé les élections, tout le carnage, tout le jeu qui a été autour, comment Ali, normalement, a perdu les élections et comment la France a soutenu Ali à monter au pouvoir. Tout le jeu qui s'est passé, comment il a été rappelé au Gabon, comment lui-même il s'est fait pris dans ce jeu-là sans savoir. Mais maintenant, là n'est pas la question. Est-ce que c'était le moment? Non, je ne pense pas que c'était le moment parce que, sachant bien qu'il n'était pas un président démocratiquement élu, la France a quand même entretenu des relations avec le Gabon. La France a quand même eu des partenariats avec le Gabon. On a quand même reconnu comme président. Il était à l'Élysée. Il était au devant de la marche lors de l'attentat de Charlie Hebdo, lors de la marche. Justement, ça veut dire qu'on l'a reconnu et puis on l'a accepté comme président. Venir dire aujourd'hui que la France ne le reconnaît pas comme un président. Bon, on sait très bien que Manuel Valls est quand même un homme qui, quelquefois, a des propos un peu pour créer le buzz. Ça, c'est bien le fort de Manuel Valls. Mais certains observateurs disent également qu'il a des ambitions politiques et que c'est une façon déjà de tracer sa propre voie, puisqu'il n'est pas exclu qu'il soit candidat à la prochaine élection, parce qu'en France, on peut s'attendre à tout. Oui, il n'est pas exclu qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle française. C'est quand même une personnalité ou alors un personnage que les Français quand même admirent et qui a une cote de popularité assez élevée dans le Parti socialiste. Quelquefois, on lui a reproché d'avoir des tendances de la droite, mais bon... je pense et surtout de faire ombrage à François Hollande. De faire ombrage à François Hollande dans la politique même de François Hollande. Mais je pense que peut-être demain, qui sait, il pourrait être le candidat du Parti socialiste à la présidentielle française. Dans quelques instants, on va recevoir Catherine Ebé-Boukouri pour la revue de presse cybernétique. Boukouri, bonsoir. Bonsoir, Louis Roger. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, on débute cette revue de presse cybernétique ce soir avec L'Orient le jour, qui titre « Les volontaires de la défense civile ont finalement décidé de ne pas se rendre en Syrie ». On nous apprend dans le site d'information libanais que les dizaines de volontaires de la défense civile libanaise qui avaient annoncé qu'ils se rendaient en Syrie pour rejoindre les rangs des secouristes syriens en signe de protestation contre la non-satisfaction de leurs revendications ont finalement décidé de ne plus se rendre à Damas. Les volontaires expliquent avoir reçu des assurances que leurs revendications seront traitées lors du prochain conseil des ministres. On poursuit avec lemonde.fr et ce titre « Ne pas passer pour des mauvais réfugiés, le quotidien des jeunes Syriens en Allemagne ». Partis il y a 4 mois de la Syrie, Daesh et Kolio, 2 jeunes Syriens dont le monde a suivi l'exil, se trouvent désormais dans le sud de l'Allemagne, à Bad Dole, une station thermale où la ville a mis à leur disposition une petite maison. Peut-être devrait-elle planter quelques pommes de terre assises sur le rebord de la fenêtre. Dash regarde le jardin, une cigarette à la main, nous raconte lemonde.fr. Et on poursuit avec 7sur7.cd sur le site d'information du Congo qui titre mardi 19 janvier 2016, meeting, culte d'action de grâce et conférences, débat à Kin et dans les chefs-lieux des provinces. L'opposition va se déployer mardi dans les 24 communes de Kinshasa et dans les chefs-lieux des provinces pour commémorer l'an 1 des martyrs de la démocratie tombés sur le champ d'honneur pour défendre la démocratie et la Constitution. Pour marquer l'événement d'un cachet spécial, il est prévu des meetings dans le nord et sud Kivu, mais aussi des messes d'action de grâce et des conférences débats pour expliquer aux Congolais le bien fondé du combat pour le respect de la Constitution. Et on poursuit avec le site Jeune Afrique
Titre attentat au Burkina, Hakimi publie la photo des assaillants supposés 2 jours après l'attaque menée par un commando d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a fait 29 morts dans le centre-ville de la capitale burkinabé. Le groupe terroriste a publié la photo de 3 assaillants. À Ouagadougou, l'enquête se poursuit. Les enquêteurs poursuivent leur travail de collecte d'informations sur le théâtre de l'attaque qui a visé vendredi soir l'hôtel Splendide et le café-restaurant Cappuccino sur l'avenue Kwame Nkrumah. Et on termine avec RFI.fr et ce titre Maroc, arrestation d'un Belge lié aux attentats de Paris. Un Belge d'origine marocaine lié directement aux auteurs des attentats de Paris a été arrêté la semaine dernière au Maroc, a annoncé ce lundi le ministère de l'Intérieur à Rabat. Le suspect aurait rencontré en Syrie Abdelhamid Abaoud, organisateur présumé des attaques terroristes dans la capitale française. Merci Catherine de Moukouri pour cette actualité à travers la toile. Alors, des informations assez importantes comme ces ressortissants belges d'origine marocaine qui a été donc interpellé par les autorités marocaines, ce qui veut dire que les enquêtes se poursuivent pour déterminer tous les acteurs de cet attentat du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Et effectivement, on nous dit qu'il est lié directement à certains auteurs des attentats de Paris. L'information est toute fraîche sur le site RFI.fr. Voilà, et c'est pas terminé. Fallon, voilà, depuis le 13 novembre, les Français qui ont été touchés par ces attentats ciblés, bien organisés, bien orchestrés aujourd'hui, mais des enquêtes pour véritablement connaître les auteurs de ce carnage, parce que 139 morts et plusieurs centaines de blessés, c'était quand même du jamais vu en France. 139 morts, plusieurs quarantaines de blessés, c'était pratiquement du jamais vu en France. Et encore quand on était à la période avant la COP, qui attendait beaucoup de chefs d'État. Et on sait ce que la France a misé sur la sécurité en ce moment-là. Mais la France a été frappée malgré la sécurité qui a été installée. Donc je dirais quelque part que les Français ont été touchés, le gouvernement français a été touché dans son amour propre et voudrait restaurer sa suprématie. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette chasse aux terroristes n'a pas pris fin. Ils continuent à montrer que non, ils travaillent et que bien qu'ils aient été frappés, ils ont encore la capacité de pouvoir repérer, attraper et même abattre les terroristes qui voudraient ou alors qui ont eu un certain lien direct ou indirect avec les attentats de Paris. Mais ce qu'on retient également, Catherine Moukouri, c'est que la France ne veut pas accepter qu'elle n'a pas un système de sécurité assez poussé, qu'elle n'a pas une armée à la pointe de l'actualité prête à faire face à toutes les menaces, que la France est déterminée véritablement à pister tout cela qui serait impliqué de loin de près dans ces attaques. Oui, effectivement, il y a ce désir de vindicte de la France qui n'est pas seulement sur cette affaire des attentats du 13, mais aussi dans l'attentat au Burkina, parce qu'il y a 2 ressortissants français qui ont été tués. Et en ce moment, des enquêteurs français et des forces armées, des membres des forces armées, sont sur le terrain à Ouagadougou pour mener une enquête, pour réellement savoir ce qui s'est passé, parce que la France estime chacun de ses ressortissants et pourrait être tué de cette manière par des terroristes. C'est un crime qui ne pourrait laisser passer. Donc ils insistent vraiment sur le fait de mener des enquêtes et de retrouver ceux-là qui ont enlevé la vie à leurs compatriotes. Et surtout que c'est pas... on a vu également, après Ouagadougou, on a vu Bamako également, que la France, à travers, bien évidemment, ses spécialistes pour ce qui est des questions de terrorisme, est également sur place. Mais malgré toutes ces synergies d'action que l'on observe de part et d'autre, les djihadistes continuent à faire leur travail. Oui, on a remarqué que malgré que la France était au Mali avec l'opération Sangari, avec tout ce qu'ils ont pu entreprendre sur le territoire malien, on a quand même frappé. Et ça montre quelque part que non seulement on a des djihadistes qui ont
une envie forte de manifester leur suprématie, mais on constate de plus en plus qu'ils ne frappent que des lieux, dans l'Afrique de l'Ouest, ils ne frappent que des lieux et des sites où il y a des ressortissants étrangers, pas seulement les Français, mais même les Américains, qui sont ces puissances-là, qui sont sur la plupart des territoires arabes, en guerre contre Daesh. Donc il y a une manière de vouloir leur prouver, vous êtes sur nos territoires, vous combattez Daesh, et ailleurs où vous êtes installés, on vous frappe et on réagit. Alors, comme pour dire que vous êtes des jouisseurs, vous aimez l'ambiance, et c'est donc à ces points de plaisir que nous allons véritablement vous mettre en déroute. Effectivement, parce que les zones qui sont ciblées, ce sont des zones où les Occidentaux ont l'habitude de se retrouver, des zones luxueuses comme des hôtels, des restaurants, où on sait qu'effectivement, on va retrouver 20 à 23 Occidentaux et on peut facilement frapper sans pour autant vouloir heurter les populations, parce qu'on se rend compte que les Burkinabés qui se retrouvent même dans la liste des victimes sont là par hasard, mais que ceux qui sont visés, ce sont les Occidentaux qu'on compte en nombre, en dizaines dans les hôtels. Donc c'est vraiment la preuve qu'on veut s'attaquer à vous, et si on n'arrive pas à venir chez vous dans les pays où vous vous retrouvez, on va vous attaquer. Et cette situation de tension permanente et de peur freine également le tourisme, parce qu'aujourd'hui rares sont ces Occidentaux-là qui vont encore se retrouver en Afrique pour bien évidemment visiter nos sites touristiques, etc. Justement, rares sont ces Occidentaux qui vont se retrouver en Afrique sur des sites touristiques, parce qu'on a remarqué qu'en Afrique, certains sites touristiques ont été touchés. Et ça a été le cas avec la famille Moulin-Fournier au Cameroun qui était en plein tourisme. Du coup, ils prennent peur. Mais bon, on sait aussi que les Occidentaux sont connus pour être des personnes très curieuses. Il y a même des sites que les gouvernements français, américains ont déclarés comme non. Patrimoine de l'UNESCO. Oui, des sites que ces gouvernements ont déclarés des zones à risque pour les ressortissants qui se trouvaient dans Tunisie. Voilà, dans certains pays. Ils ne devraient pas se retrouver à cet endroit. Ils ne devraient pas. Et en plus, quand ils le disent, on sait très bien que quand ils viennent dans ces pays, c'est pour effectivement se retrouver à ces endroits. Ils ne viendront plus certainement en grande quantité, aussi longtemps que la menace de Daesh et de l'État islamique régnera dans ces pays-là. Et ces pays-là vont faire face à une baisse de l'économie dans le domaine touristique. Mais maintenant, c'est à eux, comme on leur voit s'atteler à vouloir installer de la sécurité un peu partout, c'est à eux de montrer que voilà, on travaille et maintenant on a augmenté la sécurité, vous pouvez revenir, parce que ce qu'il s'est passé l'année dernière ne se passerait plus. Mais maintenant, s'ils veulent que ça se passe comme ça, il va falloir qu'ils montrent une volonté manifeste de vouloir sécuriser les sites touristiques, sécuriser les hôtels fréquentés par les Occidentaux, afin que ces personnes viennent et que l'économie n'en souffre pas, l'économie touristique n'en souffre pas. Oui, moi, je pense, lui, Roger, que ce n'est plus une question juste de l'État, du tourisme. Je pense que le monde entier n'est plus en sécurité, en fait, parce que l'État islamique se retrouve partout. Donc, finalement, se dire, je vais pas aller à Ouagadougou passer mes vacances, parce que je vais plutôt aller, je sais pas, à N'Djamena, et c'est peut-être là-bas qu'il y aura la prochaine attaque de Daesh ou d'Aqmi ou de Boko Haram. On n'est plus en sécurité. Et tant que ce système sécuritaire ne sera pas globalement réparé sur toute la surface du monde, il n'y aura pas un espace où on va se dire on va aller, parce que plus il y aura de la convoitise vers un endroit, je sais pas, Disneyland Paris, les terroristes vont essayer d'attaquer cet endroit. Donc pour moi, ce n'est plus une affaire d'un État, de tourisme africain, de pays africains, mais c'est une affaire qu'il faut régler au niveau global, et c'est certainement pour ça que l'ONU et tous les pays qui sont membres de l'ONU s'activent pour régler la situation de la guerre en Syrie, de l'État islamique qui a forcément qui engrange justement toutes ces petites sorties de Boko Haram, d'Aqmi et tous ces membres de groupes terroristes. Voilà, il faut également signaler que tant que ces puissances occidentales ne vont pas arrêter ces foyers de tension qu'elles ont créés un peu partout, en Syrie, en Irak, en Afghanistan et au Yémen, on aura toujours ces djihadistes-là qui vont frapper et certainement nous fragiliser encore davantage. Prendre l'avion, on a peur. Aller au restaurant, on a peur. Peut-être même la peur finalement va gagner tout le monde entier, Fallon. Justement, on a peur, mais c'est pas parce qu'on a peur qu'on va
arrêter de vivre, parce qu'on ne peut ne pas vivre. Et vivre veut dire montrer à Daesh qu'on est là, on a la volonté de vivre, on n'a pas peur, on avance, parce que peu importe la situation, nous sommes appelés à mourir un jour. Et on a vu même à Jakarta, en Indonésie, des personnes qui, après l'attentat, ont organisé un festival non loin de ce site pour montrer que non, on n'a pas peur, on va vivre, on va continuer à mener notre vie comme on le faisait hier, comme on le faisait il y a un mois, il y a 2 jours, alors il y a quelques heures avant l'attentat. Il faut juste qu'on comprenne que la lutte contre l'État islamique, la lutte contre le terrorisme, c'est pas seulement une lutte attribuée à un seul pays. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont une capacité de sécurité assez forte par rapport à d'autres pays, je parle des pays occidentaux, parce que vu le nombre d'attentats qu'ils ont déjoués avant même d'être frappés, ça prouve que quelque part, ils ont un système de renseignement assez fort, ils ont une volonté, ils ont un système de sécurité assez élevé par rapport au nôtre. On ne peut que collaborer, apprendre sur l'autre, comment il a fait pour déjouer ces attentats, copier le bon exemple, s'unir afin de combattre et éradiquer la menace terroriste dans le monde. On a par exemple vu dans la partie septentrionale du Cameroun, Boko Haram et sévi, que lorsque les comités de vigilance se sont rendus compte que on détecté à distance ces bombes humaines, Boko Haram a changé de mode opératoire. Aujourd'hui, ce sont des musulmans qui viennent prier comme les autres, mais qui sont véritablement des kamikazes. Est-ce qu'on pourra contenir Boko Haram dans tous ces modes opératoires, ou alors il faudra plus dormir, rester toujours vigilant? On peut arriver à contenir Boko Haram comme on peut arriver à contenir la menace terroriste, mais il va falloir qu'à un moment que l'on comprenne qu'on doit dissocier Boko Haram, Daesh, État islamique de musulmans. Parce que lorsqu'ils frappent, il y a des musulmans qui meurent. Maintenant, eux, ils voudraient faire croire aux musulmans que le but, c'est quoi pour eux? C'est quand ils frappent, ils tuent également les musulmans. Mais maintenant, d'autres se fâchent et puis ils accusent les musulmans. Et ils vont dire aux musulmans, regardez, ils vous accusent, ils disent que c'est vous, regardez comment vous mourrez. Mais pourtant, ce n'est pas seulement les chrétiens ou des personnes laïques qui meurent. Il y a également des musulmans qui meurent. Lorsqu'on va comprendre qu'on va dissocier l'islam de ces groupes terroristes-là, on comprendra que, voilà, l'ennemi c'est tel, et on ne va pas généralement accuser tous les musulmans, parce qu'il suffit que tu commences à stigmatiser ton voisin qui est musulman et que tu commences à avoir peur de lui, pourtant il n'y est pour rien, et que demain il se fasse utiliser, parce que déjà si tu as peur de moi, déjà si tu me stigmatises, déjà si tu m'accuses de faire ce que je ne fais pas, autant mieux que je le fasse. On doit devoir dissocier, et afin, en plus, parce qu'on a vu même des leaders de la communauté musulmane au Cameroun s'atteler à vouloir sensibiliser les gens, à vouloir déceler quels sont ces mauvais éléments même dans les mosquées, afin de pouvoir combattre cela. Donc, il y a une volonté de tout le monde. Il faudrait que tout le monde s'associe. Et avec le mode opérateur qu'ils ont changé, on pourra toujours, si on réfléchit, si on comprend que c'est la lutte pour tout le monde, on pourra toujours réussir à déjouer. Et à un moment, ils ne sauront plus quoi faire et ils vont partir. Donc maintenant, il faut mettre un accent sur le renseignement. Il faudrait que les gens aient la bonne information et qu'on puisse même les déceler à distance, d'où peut-être la nécessité de la mise sur pied de nouveaux moyens de détection de ces kamikazes avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'attaques forcément qui ont été déjouées du côté du nord ou même dans la ville de Douala ou même à Yaoundé, que les forces de l'ordre, les autorités camerounaises ne nous précisent pas peut-être à chaque fois. Mais effectivement, il faudrait qu'on renforce nos moyens de détection des kamikazes, qu'il y ait plus d'équipes placées, qu'on essaie un peu de copier sur ce que les autres font. Quand je parle des autres, je parle bien sûr des Américains qui excellent dans ce type d'enquête, et des Français aussi qui s'en sortent de plus en plus pour pouvoir déceler tout cela qui essaierait d'attenter à la vie des Camerounais. Merci mesdames d'être venues ce soir. Merci pour votre contribution, pour vos analyses. Mesdames, Messieurs, c'est terminé pour cette soirée de l'information. On se retrouve demain à 9h15 pour la matinale de l'information.